Gunther Anders nous dit qu'il nous tarde de se débarrasser de cette humanité qu'il y a en nous, cette honte d'être humain, cette part d'animalité étonnée d'être projetée sur cette terre imprévisible. Think big. Nous ne regrettons pas la perte de notre humanité. Nous regrettons qu'elle ne soit pas plus rapide. Il nous tarde de nous mesurer à nos machines infernales, à nos machines désirantes, too big to fall. Les autres, ces paysans, nous gênent dans notre expérience des limites. Il nous tarde de liquider ce vieux fond d'humanité qui nous entrave dans nos projets, dans nos plans finement établis. Sky is the limit. Gunther Anders nous dit que nous brûlons d'impatience, de brûler nos ailes, de s'arracher une fois pour toutes à la contingence, au poids des choses et au regard lourd et naïf des autres. Sky is the limit. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis la préface de la 5e édition de ce livre en tout point remarquable de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, paru aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances, une maison d'édition en tout point remarquable, à qui on doit, entre autres choses, le fameux manifeste contre la société industrielle de Théodore Kaczynski, et à qui on doit également La vie sur Terre de Baudouin de Bodina, et à qui on doit également les œuvres quasi complètes de George Orwell du Joli Monde. Non seulement ce livre que j'ai achevé il y a maintenant plus d'un quart de siècle ne me semble pas avoir vieilli, mais il me paraît aujourd'hui encore plus actuel. Cela prouve rien quant à la pertinence de mes analyses de l'époque. Cela prouve seulement que l'état du monde et la condition humaine que je décrivais étaient déjà dégradés et qu'ils n'ont guère changé sur le fond depuis 1956 et ne le pouvaient d'ailleurs pas. Ces observations n'étaient pas des prognostics, mais des diagnostics. Les trois thèses principales. Que nous ne sommes pas de taille à nous mesurer à la perfection de nos produits. Hein? On se rappelle ces exigences venues de Japon, de la qualité totale, hein? ou du just-in-time, livraison livrée en des temps records. Et en fait, qui représente aussi tous ces mots d'ordre concernant des produits, en fait, s'adressent à nous également. En fait, surtout à nous, étant nous-mêmes devenus des produits de consommation. Que ce que nous produisons excède notre capacité de représentation et notre responsabilité. Que ce que nous produisons excède notre capacité de représentation et notre responsabilité. Oui, ici, on peut dire que nous souffrons non seulement d'un déficit d'imagination, mais que nous sommes également paralysés dans cette capacité d'imagination, qui est peut-être la seule façon, l'imaginaire, d'appréhender des réalités qui peuvent parfois nous dépasser. C'est ainsi que lorsque Pauline Marois a annoncé le démantèlement de Gentilly II, moi, je me suis étonné de la durée de ce démantèlement, plus de 40 ans. C'est-à-dire, on va produire dans nos universités, pour les 2 ou 3 prochaines générations à venir, des ingénieurs nucléaires. Et quel a été le coût réel de ces installations-là?
par rapport aux bénéfices et par rapport au coût réel pour les démanteler, ces installations nucléaires. Un plan d'affaires de 50 ans, là, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a à peine quelques années, nous avions des plans d'affaires de 5 ans et c'était déjà très difficile de se projeter par le biais à la fois de l'imaginaire et des chiffres conjugués dans un horizon de 5 ans. Aujourd'hui, les plans d'affaires, c'est 2 ans. Et je puis vous assurer que si un plan d'affaires n'est pas immédiatement efficient, qu'il n'est pas immédiatement rentable, eh bien, il est jeté aux poubelles. Donc, les 3 thèses principales, excusez-moi, je me suis perdu dans ma propre pensée, et que nous croyons, et que nous ne croyons que ce qu'on nous autorise à croire, ou plutôt ce que nous devons croire, ou plutôt ce qu'il faut impérativement que nous croyons. Là, vous le voyez, les masses médias, ça c'est un lavage de cerveau. Hein? Maintenant, ils appellent ça occupation du temps de cerveau disponible. Alors, c'est une occupation permanente, constante, non-stop, du temps de cerveau disponible. Et cette réalité du temps de cerveau disponible est déconnectée de notre temps de vie. Pas si vous vous rendez compte, là, mais notre temps de vie lui-même est cadastré. Ces 3 thèses, fondamentalement, malheureusement, ces 3 thèses fondamentales sont malheureusement devenues à l'évidence plus actuelles et explosives que ne l'étaient alors en raison des risques encourus par dans notre environnement dans le dernier quart de ce siècle. Excusez mon hésitation, ça fait déjà 4 fois que je recommence la vidéo. Le son s'interrompt et je suis exaspéré par ce fait. Alors, je réinvente comme je ne veux même pas m'ennuyer vous-même et que je ne veux même pas m'ennuyer moi non plus. Alors, je répète même pas les choses que j'avais dites dans mes 3 autres vidéos auparavant. Mais je suis sur le bord de la crise de nerfs. Oui, je sais, l'ami Bélis me propose de venir arranger mon ordinateur. Michel, ça ne tardera pas. Je n'en puis plus. Je souligne donc que je possédais à l'époque aucune puissance visionnaire, mais qu'en revanche, 99% de la population mondiale était incapable de voir, ou plutôt avait été rendue incapable de voir, phénomène que j'avais dénoncé sous le nom de aveuglement devant l'apocalypse. Ben écoutez, je pense que je vais revenir demain pour suivre, vous lire les passages que je vais sauter. Je suis devenu trop nerveux, mais il y a un passage ici qui dit Gunther Anders où je suis pas vraiment d'accord avec lui. Puis je vais vous lire le passage en question. Les images de la guerre du Vietnam retransmises quotidiennement dans les foyers américains ont pour la première fois ouvert, les yeux vides et las, de milliers de citoyens, déclenchant ainsi une contestation qui a grandement contribué à mettre fin au génocide qu'on était en train d'accomplir à l'époque. Non, quant à moi, je pense que c'était la révolte des soldats américains qui, certains d'entre eux, revenant de la jungle vietnamienne, étaient nimbés d'une sorte de respect que l'on doit aux guerriers et aux héros, malgré tout. Ne pas oublier que les soldats de la guerre au Vietnam étaient des conscrits. On allait les chercher dans les banlieues pauvres des États-Unis.
C'est encore le cas aujourd'hui. Ce sont toujours des jeunes hommes et parfois des jeunes femmes provenant des banlieues pauvres. Sauf qu'ici, eux, ils sont déjà préprogrammés en quelque sorte à aller tuer ou aller se faire tuer en Irak ou en Afghanistan. Et ayant choisi d'eux-mêmes le métier de soldat, eh bien, ils n'ont pas de cette aura que l'on ressent devant des héros. Parce que le véritable héros est l'homme qui n'a pas choisi de poser un geste d'héroïsme, qui mis devant un fait, une situation, décide soit d'offrir sa vie, quand en réalité son désir le plus cher était de se cacher sous la table. Et donc, ces soldats revenant de la guerre au Vietnam, et en plus, tous ceux qui étaient à l'intérieur et qui continuaient d'aller mourir et d'aller tuer des Vietnamiens, eh bien, les deux ensemble avaient une force de persuasion, une force de conviction qui a emporté les faveurs de l'opinion publique américaine. Et quant à moi, davantage que les images qu'on nous présentait quotidiennement. Je me souviens, enfant, ce n'était que cela. Le bulletin de nouvelles débutait toujours par « Nous sommes rendus au 2720e jour de la guerre au Vietnam ». Et là, on faisait état des pertes du côté américain et des pertes toujours estimé du côté vietnamien. Ce spectacle-là était permanent. Et je ne me rappelle pas d'avoir vu dans mon entourage quelqu'un qui émettait des commentaires, tellement ce spectacle était devenu quotidien. Alors, je ne crois pas que c'est la télévision qui a ouvert les yeux des Américains, mais bien plutôt le témoignage de ces valeureux soldats qui n'avaient pas choisi d'aller au Vietnam et qui ont, eux, réussi à ameuter l'opinion publique. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant cette fois-ci que ma vidéo a bel et bien été enregistrée. Vous connaissez la suite. Je ne suis pas d'humeur à poursuivre. Je vous dis quand même une bonne journée.